Donc, généralement, personnellement, c'est vous les experts. Quand on parle de sécurité informatique, واش نخمم directement mot de passe تاع الميل تاعي, mot de passe تاع Facebook. Généralement, ça tourne autour de ça. Mais en réalité, je vais avoir votre avis tous les trois. Quand on parle de sécurité informatique, ça englobe quoi? C'est-à-dire, c'est quoi exactement assurer la sécurité d'un système ou d'un serveur ou d'un data center, d'après vous? Salam alaikum. Merci d'être aussi nombreux, merci d'être présents. Donc, merci à Karim pour l'invitation. Merci à vous d'être tous là. Quand on parle de sécurité, oui, ça veut dire beaucoup de choses. Pour répondre à la première question, oui, ça serait un peu dangereux de perdre votre mot de passe. Il est compromis quand vous perdez votre mot de passe Facebook. Qu'est-ce que vous perdez derrière? C'est la question, elle est là. Si quelqu'un d'autre accède à votre compte, qu'est-ce que vous perdez? Donc, je vous retourne la question. Qu'est-ce qu'on perd si quelqu'un accède à votre email? Quelle est la frustration que vous avez? À peu près 5 millions de dollars, de mes comptes, mes cartes de crédit. Mais... Très bien. Donc, on a quelque chose à protéger. Donc, la sécurité, c'est pareil, c'est un ensemble de moyens, un ensemble de dispositifs qui visent à protéger trois petites choses, mais qui ne sont pas des moindres, qui protègent la confidentialité de l'information, l'intégrité. Donc, confidentialité, c'est on s'assure que c'est que Karim qui accède à son compte. D'accord? C'est lui, pas quelqu'un d'autre. Confidentialité, c'est accéder à votre information, que pas n'importe qui accède à cette information. On protège aussi l'intégrité. C'est quoi l'intégrité? C'est s'assurer que l'information est intègre. Et la disponibilité de l'information. D'accord? On a toujours des choses à protéger. Pourquoi? Parce que le système d'information est un patrimoine de l'entreprise. Pourquoi? Parce que les données que les clients ou tiers nous confient, c'est aussi un patrimoine de l'entreprise. Donc c'est quelque chose à protéger. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est aussi le savoir-faire des collaborateurs, le savoir-faire que les fournisseurs nous remettent, les rapports qu'ils nous remettent, etc. Tout cet ensemble doit être protégé. Et c'est ça l'objectif de la sécurité, c'est de protéger ce genre de choses. D'accord? Par différents moyens. Là, par exemple, vous avez parlé, M. Kara, là, c'est nous. C'est-à-dire, autant que personne, la base, c'est que de protéger, comme je l'avais dit, notre email, je voudrais avoir l'avis c'est-à-dire, du côté sécurité, c'est-à-dire du côté assurance. Okay. Monsieur Kababa et DSI de la 2A, je pense que les informations que vous avez sur vos clients, notamment c'est-à-dire leur état de santé, tout ça, comment est-ce que vous gérez tout ça? Comment est-ce que vous protégez ces informations? Vous savez, la sécurité, d'abord, salam alaikum, merci Abdelkrim de nous avoir invités. La sécurité, c'est protéger qu'est-ce qu'on a de plus cher, si c'est un métier, si c'est une personne, si c'est une entité physique, si c'est une entité morale, etc. Donc, concernant les assurances, on protège plusieurs choses à la fois, juste pour aller droit au but. On protège les informations des gens. On a quand même la GDPR qui est là-dedans. Ces derniers temps, c'est à la mode. On essaie de protéger des données, on essaie de ne pas les divulguer, etc. Deuxième des choses, on protège non seulement des données personnelles, mais des données sur les risques eux-mêmes, c'est-à-dire des données sur des habitations, sur des industries. On est obligé de les protéger. Mais pour pouvoir les protéger, on protège aussi nos finances. Hein. Il y a de l'argent, etc. Pour pouvoir procéder à cette protection, il faut d'abord se protéger soi-même. Donc il faut définir ce que c'est qu'un risque. Donc il y a la chaîne du risque, la kill chain comme on l'appelle, la chaîne de mort comme on l'appelle. Ça commence par juste donner votre petit mot de passe à votre collègue et c'est bon, c'est parti. Un jour plus tard, vous avez toute la comment on appelle ça, l'équipe rouge. Dans la sécurité, il y a l'équipe rouge, il y a l'équipe bleue. C'est comme le voisin est attaqué le Wi-Fi. Absolument. Wi-Fi, voilà, exactement. Donc la sécurité, si on la résume, c'est une sécurité physique et une sécurité logique. C'est-à-dire une sécurité physique. Donc tous les moyens de la sécurité physique, c'est-à-dire quelle que soit la chose physique. Ça peut passer d'une porte, on peut aller d'une porte jusqu'à un extincteur, jusqu'à protéger un serveur, etc. Jusqu'à la protection logique qui est un ensemble de techniques immatérielles. Donc c'est soit des softwares, soit c'est des procédures, soit... En général, il y a trois grands points dans ça. Il y a people, qui sont les gens. Il y a process,
qui est l'ensemble de la chaîne de travail, quelle que soit la chaîne de travail, et puis nous avons les technologies qu'on utilise pour ça. Donc toute cette chaîne d'éléments, aussi bien humains, je ne dirais pas inhumains, que matériels, est à protéger. Donc, et là, il y a toute une vaste gamme de techniques qui entrent en jeu afin de garantir cette sécurité. C'est une chaîne finalement. Si l'une des chaînes est rompue, nous avons une sécurité corrompue. Nous avons ce qu'on appelle une vulnérabilité. Donc c'est la recherche, la sécurité, c'est en fin de compte la recherche des vulnérabilités et comment essayer de combler ces vulnérabilités afin justement de garantir ce qu'on appelle une sécurité relative qu'on essaye d'améliorer et de maintenir du mieux qu'on peut. C'est pour ça que la technologie évolue, que les techniques évoluent, etc. Merci, monsieur. Voilà. Salim, je vais te poser une autre question, comme je sais que... Non, je voudrais avoir, parce que vous recevez, j'ai un nombre de grandes entreprises où vous protégez les serveurs, c'est-à-dire tout leur système et tout. Donc, وقتاش une entreprise, privée ou publique, تجي لعندكم? Est-ce que quand c'est trop tard, ou est-ce que quand ils ont encore le temps, là ils ont réfléchi à protéger leur serveur ou leur data center ou leur système, ou là c'est vous qui faites de la vulgarisation avant de... كيفاش حتى الشركات انا عندي une entreprise كيفاش حتى نجي لعندكم؟ Salam alaikum. C'est trois questions. Alors, malheureusement, ce n'est pas uniquement typiquement algérien ni tiers-mondiste, entre guillemets, c'est typiquement humain. On va régler un problème quand on a conscience du problème et quand on a subi les conséquences de l'existence de ce problème. Prenez l'exemple bête, c'est Shkonfina qui fait de la planification pour aller chez le dentiste. Et après 3 nuits blanches, pour y aller. Oui. C'est typiquement humain. C'est vrai, grosso modo, qu'il y a 2 types d'entreprises. Celles qui prennent le devant, qui sont dans l'anticipation, c'est rare, c'est peu, c'est les plus matures, c'est des gens où ils ont appris des erreurs des autres, ils ne sont pas obligés de faire les mêmes erreurs pour... Est-ce que c'est de grands groupes ou est-ce que la taille de l'entreprise a une relation directe avec le... Disons, d'après ce qu'on a vu, oui. C'est les grandes entreprises où déjà la sécurité est établie depuis longtemps. Ils sont dans une optique d'amélioration parce qu'ils ont pris conscience que ça ne sera jamais suffisant face aux attaquants, face à la sophistication grandissante des attaques. Mais la majorité, c'est mieux que rien, c'est qu'après un incident, il y en a qui répondent ponctuellement. On colmate la petite brèche qui a été utilisée, on achète un équipement. Il y en a d'autres qui ont, à mon avis, ils ont pris vraiment conscience du problème. C'est qu'ils mettent en place un plan. J'aime pas utiliser le mot avec stratégie, ça fait peur, mais bon, c'est une feuille de route à la Belhem. Si c'est arrivé ce jour-là, ça peut arriver à un autre jour. Il faut mettre en place les mesures qui permettent d'arrêter dans l'avenir ce genre de situation. Pour résumer, la majorité, malheureusement, on est dans ce cas. Oui. Quelques-unes ont cette maturité d'anticiper, de faire dans le préventif. Est-ce que déjà, ces process que ou ce plan, pour ne pas dire stratégique, pour ne pas faire peur, est-ce qu'il y a des normes sur ça? Est-ce que c'est suivant l'expérience, comme je vous parle à vous trois, que vous établissez un process de sécurité ou des paliers de sécurité, ou bien est-ce qu'il y a des normes ISO ou des références à ça? Comment que ça se passe? Puisque c'est un métier en lui-même. Si je peux enchaîner, justement, a quelque chose d'important que j'essaye de faire passer à toutes mes connaissances, à mes collègues ou à mes clients, c'est que la sécurité, c'est une histoire de bon sens. Donc, les référentiels, les standards. Mais le bon sens, ça permet d'avoir quelque chose de solide qui donnera des résultats. C'est quoi le bon sens? Ça a été dit, c'est toujours difficile de parler avec... à la suite des interventions qui ont bien expliqué la chose, mais je vais attaquer le problème d'une autre manière. Oui. C'est que on va se poser des questions simples, du bon sens.
quand je parle de la sécurité, en fin de compte, ce qui est important, c'est le why. Pourquoi je le fais? C'est pas par rapport à je vais suivre la mode ou là parce que j'ai entendu parler de ça ou là je veux dépenser de l'argent comme ça. C'est pourquoi je veux faire de la sécurité. En fin de compte, je veux protéger quoi? Je prends maintenant l'exemple, c'est Karim, vous avez une agence de communication, c'est ça? Non, l'exemple c'est quand on s'est fait attaquer le site AGA 2.0. Très bien, on va vous prendre comme exemple. Voilà. Je parle de l'activité que parce vous que je ne suis menez. pas une grande entreprise. Alors, il faudra identifier qu'est-ce que j'ai d'important à protéger. Pourquoi je dois investir du temps, de la ressource, faire venir des consultants ou là, recruter des spécialistes? Pourquoi je dois le faire? J'ai des choses importantes pour moi, pour une entreprise, qui vont faire que je continue à faire du business, je continue à grandir, à croître. Il faut identifier ces choses-là. On doit identifier qu'est-ce que je dois protéger. C'est du bon sens. Oui. Je ne fais pas la sécurité pour la sécurité. On bad. Une étape qu'on saute rapidement, c'est que je dois protéger ça, alors je dois ramener telle solution, telle technologie, je dois recruter. Mais il y a une question importante qui va conditionner justement le type d'investissement à faire, l'organisation à mettre en place. C'est le budget. Le budget. Je vais protéger les informations, les données, les actifs, les plateformes. Contre qui? Parce que toute organisation, toute entreprise a un profil d'attaquant particulier. Vous avez parlé maintenant d'une attaque des DOS, les personnes ou l'entité ou la personne, je ne sais pas, qui vous a visé ne sera pas sûrement la même ou le même groupe qui visera une banque, qui visera une entreprise, une administration. C'est des profils différents. Alors, les menaces sont des catégories. Chaque catégorie a les moyens, a les capacités. Ça va du script qui dit celui qui récupère des scripts, des outils d'Internet et lance des attaques aveugles, ne connaissant même pas ce qu'il y a dedans. On va les black hats, les un petit peu professionnels, qui est le groupement de hackers, c'est de la cybercriminalité, il y a de l'aspect financier derrière. On va les groupes qui agissent au nom d'autres organisations ou au nom d'États. Chaque catégorie a les moyens, a les modes opératoires. Alors, quand je fais l'analyse, je vais protéger mes informations, mes données, mon infrastructure, ton site web, mes données, les clients, contre la menace. Catégorie 1, 2, 3. Alors, chaque menace, je dois mettre en place tel type de mesures qui vont conditionner justement quelle technologie utiliser, quel budget mettre en place, quelle organisation mettre en place. Comme ça, on ne va pas tomber dans soit le surdimensionnement, je vais acheter la dernière technologie, or c'est souvent le cas, je ne vais l'utiliser qu'à 10%. Ou là, je vais acheter quelque chose de basique que le premier venu, par rapport à la menace que j'ai identifiée, va passer facilement. Une fois les deux étapes, je protège quoi? Contre qui? Là, je vais mettre en place tout ce qui est mesures, sécurité controls, ça va de l'organisationnel à la technique. Jusqu'à présent, c'est du bon sens. L'expertise réelle, justement, c'est le dimensionnement, le choix, le déploiement, l'optimisation des sécurité controls. Vous avez fait. Oui, bien sûr. Je peux enchaîner sur ce qu'a dit le monsieur. C'est Salim. En fin de compte, dans le temps, il y a toujours ce qu'on appelle des révolutions. Ça veut dire il y a des moments où des choses changent de nature. C'est ce qu'on appelle un paradigm shift. C'est-à-dire des choses qui changent. En fait, avant la numérisation et après la numérisation, ce sont deux mondes complètement différents. Même les Algériens le sont aujourd'hui. Il y a dans le concept des populations scientifiques ou la technique ou la normale, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle les digital natives et les digital migrants, c'est-à-dire les gens qui sont nés dans la digitalisation et les gens, par exemple, et les gens qui ont migré vers la digitalisation ou vers le numérique comme moi, même si je suis comme devenu oui, même si avec le temps on arrive à devenir expert, mais on n'a pas la pensée, ça veut dire on n'est pas né dans la digitalisation, on n'est pas natif dans ça. Par analogie à ces deux types de concepts, nous avons la security native, security immigrant. C'est-à-dire, vous êtes né dans les principes de la sécurité ou là, vous êtes en train de migrer vers les principes de la sécurité. Et là, on définit deux types d'entreprises. Je reviens tout de suite à l'entreprise. Nous avons les entreprises modernes qui sont nées dans la sécurité. C'est-à-dire, dans le standard de gestion, vous avez quelque chose qu'on appelle le risque.
il gère le risque. Il le gère à tous les niveaux. Ça veut dire au niveau IT, au niveau management, au niveau finance. Donc vous avez risk IT, vous avez risk management, okay? Vous avez voilà, financial risk, etc. C'est-à-dire que nous avons ici deux types d'entreprises au Jazair. Il y en a qui sont nouvelles, donc elles ont adopté tout de suite les grands standards et les grands principes de la sécurité dans leur propre organisation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils sont gérés par le risque. Ils sont gérés par la peur. Mais c'est une vérité, hein, parce que les entreprises ados, en général, elles sont cotées en bourse. Ou là, on peut parler de Jumia, ou là, pour ne pas parler des grandes entreprises américaines. Ils sont nés dans le risque, c'est-à-dire qu'ils ont peur tout le temps. Ils ont peur pour ce qu'ils ont de plus cher, leurs finances, leurs capitaux, leurs engagements, liabilities, etc. Les gens qui viennent d'arriver vers la gestion moderne, ils prennent conscience de la sécurité. C'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez les gars, la porte est ouverte, c'est tout le monde qui va rentrer. Et là, je n'ai pas peur de le dire. Nous sommes la Sonatrach jusqu'à la plus petite des entreprises, un ministère où nous entendons tout le temps, comme quoi il y a des sites qui sont hackés, etc., etc. Ça fait quoi en fin de compte? Je vais vous donner en pleine mille une information. Nous sommes dans le chaînage des entreprises qui sont des plus sécurisées, des pays, hein, les plus sécurisés vers les moins sécurisés. Nous sommes les troisièmes en commençant par le bas. Ah, c'était content en commençant par le haut. Nous sommes les troisièmes en commençant. Peut-être c'est le Tanzania ou je ne sais pas, un machin de petits pays qui sont. Voilà, pour une raison très simple. La segmentation, l'étude des risques, écoutez, nous avons quelque chose qu'on appelle le risk mitigation. C'est-à-dire quoi? C'est la réduction des risques. D'abord, c'est un concept, c'est une question de bon sens. Je vais réduire quoi? D'abord, il faut que j'identifie les risques. Donc, il me faut des experts, il me faut des procédures, il me faut des process, il me faut des technologies qui m'identifient qu'est-ce que c'est que les risques. Je dois les prioriser. Je dois dire tel risque est plus important que l'autre. Tel risque mérite d'être mitigué, c'est-à-dire réduit, que d'autres. Je fais ce qu'on appelle un plan de mitigation. C'est-à-dire, je dois mettre un plan. Je dois commencer par... Je dois d'abord fermer ma porte avant de fermer mes fenêtres. Enfin, je dis n'importe quoi, peut-être. Par la suite, il y a un suivi de ce plan que j'ai établi. C'est la fameuse roue de Deming qu'on peut appliquer à toutes les échelles de notre vie. La roue de Deming. Je planifie, okay, j'agis, je vois les tendances et je corrige. C'est une roue. Je la fais monter, je la cale, je mets une cale, la cale de Deming. J'avance sur une ligne assez oblique et je fais monter cette courbe. Pour la sécurité, pour les finances, pour l'industrie, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien schématisé la chose, mais... Non. On va aller vers moi, ce que je vois dans les films, c'est les trucs, on voit tout le temps que c'est facile. Le gars, il a en face son PC, il tapote 30 secondes, il arrive à pénétrer l'FBI ou la NASA. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la science-fiction? Non, comme vous l'avez précisé, c'est des scénarios, c'est des films. Après, c'est une mise en scène. Après, je ne peux pas vous dire statistiquement ce que ça peut arriver aussi en 30 secondes ou pas en 30 secondes. Mais une chose est sûre, c'est qu'en termes de sécurité, c'est des mesures à mettre en place. Donc, dans ces mesures à mettre en place, donc après avoir effectivement, comme le disait mon collègue, après avoir fait une analyse des risques, bien sûr, et trouver les risques, les avoir traités, etc., des mesures à mettre en place. Les mesures à mettre en place, ça va dans beaucoup de sens. Donc, comme le disait aussi Salim tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a à protéger, d'accord? Et par quels moyens? Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, donc la sécurité vise aussi à protéger par des moyens organisationnels, juridiques, des moyens légaux, par des moyens techniques, etc. La première des choses qui, moi, me paraît très importante, c'est la sensibilisation des gens, des personnes avec qui on travaille. Prends un exemple. Vous avez une seule photo d'un parent à vous, un grand-père à vous, où avec la photo, elle est précieuse à vous. D'accord. Vous la mettez dans un disque dur. De quoi vous avez peur? Vous avez peur qu'il soit détruit, qu'elle soit détruite, vous avez peur qu'elle soit effacée, vous avez peur que quelqu'un d'autre la regarde, etc. Donc c'est pareil, c'est les mêmes questions qu'on se pose à chaque fois. Donc ça commence déjà par, dans une entreprise, qu'est-ce que j'ai à protéger? Donc une fois que j'ai trouvé ce que j'ai à protéger,
je mets en place des mesures. Après, oui, effectivement, il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises aussi natives dans la sécurité, généralement les grands groupes ou les filiales de grands groupes, etc., qui sont déjà natifs dans ce genre de pratiques. Et vous avez des sociétés qui arrivent dans ça et qui essayent, généralement pour la plupart d'entre elles, de mettre en place des standards. D'accord ? Moi, je pense que la sécurité n'est pas une fin en soi, mais les temps changent et pour moi, c'est très très important déjà par la sensibilisation des gens. Une des mesures déjà, c'est sensibiliser les gens. J'avais fait une intervention une fois dans un événement où je devais parler. Comme un schéma, par exemple, vous recevez, il dit un mail, il dit voici un fichier zip. يقول لك تيان هم لك لي فوتو تاعك تاع كي تلاقينا السمانه اللي فاتت في باتنا وانتوما تكونوا ديجا صح رحتوا لباتنا كاش وزالي فيغ تقولوا سيرمون هاد السيد نسيتو واش ديروا تفتحوا ومن بعد واش يصرا في لي زيميل تاعكم ولا في لا باز دو دوني تاعكم بصح كيفاش حتى فتحتوا السيد من جاب لانفورماسيون باللي راكم كنتو في باتنا ولا بالك لي كبار ولا كنت مع خاوتك ولا اون فامي ولا سيكو تبعك في فيسبوك تبعك في انستغرام تبعك في لي ريزو سوسيو يشوف بالك دير انت اون فوتو وين من اللور يبان الماتريكول تاع لا فواتور تاعك ولا النيميرو تاع لا ميزون تاعك ولا ما على باليش ويعطيك هاد لي انفورماسيون pour lui faire confiance باش نتوما تثيقوا فيه ومن بعد vous êtes facilement piratable, c'est la base, c'est-à-dire à travers un email. Et j'avais fait ça à des administrateurs, parce que un administrateur fait une entreprise publique, il استعمل الميل تاعو professionnel, يستعملوا باش s'enregistre في une application mobile. ما على بالناش تعمل شكون دارها. Sur tout ça, c'est-à-dire toutes ces informations professionnelles, comme sur les réseaux sociaux, la question, pour arriver à une question, est-ce que les administrations, les ministères et tout, même notamment spécialisés dans ce domaine, est-ce qu'ils sont facilement piratables? Ou est-ce qu'ils sont, la bonne question, est-ce qu'ils sont aussi sécurisés que les ministères d'autres pays, de Tunisie ou là, du Maroc ou là? Alors, en voyant les statistiques, déjà le premier problème, c'est qu'on n'a pas de statistiques. Il n'y a pas de data en Algérie, à ma connaissance, j'ai toujours relevé ça. On ne peut pas prendre des décisions sans statistiques, mais on peut faire de l'extrapolation. En matière de technologie, on est très en retard. En matière de maîtrise, on est très en retard, forcément. En matière de protection, de maturité, on sera en retard par rapport aux autres. Alors, les premiers de la classe... Déjà, vous faites le work. D'accord. Déjà en retard. Alors, les premiers de la classe... leurs entreprises, grandes entreprises qui contiennent ou qui ont des données vraiment sensibles et valorisées par les attaquants sont souvent attaqués avec succès, sont souvent breachés, pénétrés. Alors, là, c'est le dilemme. Est-ce qu'il y arrivera un jour où on trouvera une société ou là, une entreprise qui ne sera plus à câble? Il n'y aura plus de possibilité de sécurité 100%. Est-ce que ça existe sécurité ou non? 100%, je ne crois pas. Déjà, vous avez très bien expliqué le concept qui est la porte d'entrée à 90% des attaques qui ont réussi de par le monde. C'est tout ce qui est social engineering à travers l'email. Ça marche toujours parce que ça touche le maillon le plus faible, c'est l'humain. Surtout que vous avez gagné 1 million d'euros. Il y a des gens... qui a déjà message, vous avez gagné quelque chose. Ça, 80%. Et qui a gagné la question, non, la question, peut-être que كاين منها واحدة. Ça marchera toujours. علاش كاين الناس تسمع des hackers ولا هذا qu'en fin de compte les organisations cybercriminelles, si vous voyez يخرجوا des rapports تاع des gens اللي يدخلوا في tout ce qui est dark web, ils analysent le fonctionnement de l'organisation. Ils sont extrêmement organisés. Il y a de la logistique, il y a l'équipe de développement, il y a le financier. Il y a des gens spécialisés, pas de le hacking technique, mais dans tout ce qui est social engineering.
s'il vous dit je vais réussir à induire en erreur tel PDG, tel financier, malgré qu'il est sensibilisé, à 90% il pourra le faire. C'est des gens professionnels dans le crime, c'est des gens spécialisés qui mettent en place des techniques de l'ingénierie sociale, c'est de la psychologie, qui permettent à l'attaquant de rentrer dans l'infrastructure. C'est une suite de défaillances. Parce qu'en sécurité, on parle de la sécurité en profondeur, c'est qu'on a plusieurs lignes de défense. Si la première ligne tombe, l'attaquant il prend le contrôle sur le tout. Si l'utilisateur tombe dans le panneau social engineering, il ouvre un mail ou là, il appuie sur... il ouvre un fichier piégé. Télécharger un fichier. Ou là. Une bonne sécurité, le problème s'arrête à son niveau ou là, au moins le segmentaire. La majorité des cas ou qu'on voit les rapports mondiaux, c'est que une fois qu'il trouve un attaquant, il peut aller où il veut. C'est en termes de sécurité, l'approche périmétrique, sur le hudud. Je me défends par rapport au périmètre, les frontières. Derrière, c'est la sécurité. C'est pour ça que les gens qui suivent un petit peu, il y a un nouveau, je dirais pas un nouveau concept, mais c'est la mode. Mais c'est toujours du bon sens. J'insiste, la sécurité c'est du bon sens. Ça s'appelle zero trust. C'est que je fais confiance à personne. Un utilisateur interne n'est pas différent en termes de risque par rapport à un attaquant mbara. Les technologies, les nouvelles technologies, tout ce qui est mobile, tout ce qui est bring your own device, l'équipement, le portable, le smartphone, il peut accéder à l'entreprise, il peut se connecter où il veut, fait qu'il n'y a plus de frontières. Il faut considérer tout le monde comme source de risque. Zero trust. Suspect, exactement. On doit mettre en place un nouveau paradigme que on doit se protéger d'une manière globale. Monsieur Khababa, je voudrais juste, c'est que Salim, il a le toupet, il a l'intelligence d'introduire des sujets qui sont assez spéciaux. C'est qu'en fin de compte, c'est pas qu'on n'a pas de statistiques au niveau de l'Algérie, c'est que c'est un nouveau domaine, donc les statistiques viennent d'ailleurs. C'est pas nous les repères, c'est eux les repères. C'est là où on a mis les technologies, c'est là où on va voir les repères. Donc ce qu'ils disent, eux, ils ont plus que des statistiques, ils ont de l'actuariat. C'est-à-dire qu'ils ont des bases de données actuariales, qui peuvent faire même des prédictions, ce qu'on appelle les forecasts. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3, 4, 5, 1 mois, etc. Dans les finances, dans la sécurité, etc. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Ils disent plus de 60% des attaques viennent de l'intérieur. Vous savez ce que c'est? C'est un principe ancien, c'est-à-dire si vous l'avez à la maison, vous êtes foutu. Voilà. Donc, si on a 60 à 70% des attaques qui viennent de l'intérieur, il faudra prévoir toute une stratégie pour la protection de l'intérieur. Et c'est pour ça que je dis à ces jeunes-là, attention, si vous perdez votre mobile, vous avez perdu votre vie, c'est votre profil. C'est quelqu'un qui va épouser votre vie, il va la prendre, il va vous la prendre et vous serez déçus pendant des mois et des mois, ils vont contacter vos connaissances, ils vont prendre vos photos, etc. etc. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est prendre conscience que nous sommes le risque pour nous-mêmes. Si on prend, mais pas devenir paranoïaque quand même, hein, il ne faut pas devenir quand même assez. Donc, moi, le contexte de l'entreprise, parce que c'est ça, parce que nous avons des étudiants ici, ils doivent se projeter vers le futur et non pas vers eux-mêmes, donc vers l'intérieur. C'est juste qu'ils doivent prendre de bonnes habitudes, c'est faire les choses comme il se doit. C'est-à-dire, s'il y a une technique, un mot de passe, où je dois utiliser 2 informations, quelque chose que je connais et quelque chose que j'ai et quelque chose qu'a mon copain ou quelqu'un auquel je fais confiance. Ça s'appelle la multi-authentication factors, c'est-à-dire la multi-authentification. Il faut l'épouser dès le départ. C'est-à-dire l'entreprise avec un esprit qui sait ce que c'est que la sécurité. Il lui reste juste les process, les procédures, les outils, les technologies et les chefs qui lui disent écoute, si quelqu'un rentre, on te met à la porte. Oui. Voilà. J'aimerais rajouter quelque chose, ça m'a interpellé ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que soit on est natif, soit on migre. Je pense que la génération Tana est migrant, mais je pense qu'eux sont natifs. Donc c'est les futurs responsables, ils sont là, c'est les futurs responsables des entreprises, etc. Donc ils sont plus sensibilisés que nous qui avons mis les pieds, je veux dire, il y a un certain temps, mais eux, ils rentrent directement en plein pied. Voilà, c'était juste pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure. Très bien. Y a-t-il un moyen, pour eux déjà, pour l'entreprise et les étudiants, ou peut-être qu'il y en a des startups ici, ou là, des porteurs de projets, ou là,
un modèle type de process à mettre, il faudrait qu'ils aient l'esprit ou le bon sens. C'est quoi le bon sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une méthode à faire quand on débute? Voilà ce qu'il faut que je fasse, voilà ce qu'il faut que je fasse. L'email, je l'ouvre uniquement d'un poste ou je sais pas. Pour la plus facile des choses, pour l'entreprise et pour une personne elle-même. Je vais Le répéter. B.A.B.A. mais le B.A.B.A. Justement, je vais répéter ce que j'ai dit. C'est une histoire de bon sens parce que à la fin, vous trouvez différentes normes standards, ISO 27000, le NIST, PCI-DSS, du SWIFT, secteur bancaire. Mais quand vous essayez de prendre du recul par rapport au shkein fil contenu, c'est du bon sens. Par exemple, nous, on essaie d'être pragmatique et réalistique. C'est qu'on a un standard, un référentiel américain, le NIST, l'Institut de standardisation, qu'on s'est inspiré de la démarche TANA. Il est articulé, c'est du bon sens, sur 5 fonctions. C'est que identify, je vais identifier qu'est-ce que j'ai à protéger. C'est en fonction du périmètre. Ça peut prendre des mois, comme ça peut être quelques heures. Je dois identifier qu'est-ce que j'ai à protéger. Je dois identifier contre qui je dois les protéger. Les entreprises les plus matures, ça devient une analyse des risques et de la menace avec la priorisation. Mais le concept est lui-même. J'identifie qu'est-ce que j'ai à protéger contre qui. Je mets en place des briques. La première brique, c'est protection. Protect. C'est des mesures comme tout ce qui est contrôle d'accès, les mots de passe, tout ce qui est renforcement des configurations, les serveurs, les routeurs, tout ce qui est équipement réseau, équipement de sécurité. En fonction du périmètre. Ça peut aller dans l'expertise poussée. Mais grosso modo, c'est ça. C'est mettre en place les moyens de protection. Et comme la protection est toujours faillible, celui qui va se baser uniquement sur la protection, je peux parier avec lui, il sera breaché au lendemain. Il faut mettre en place detection. C'est que je mets de la protection, ils vont passer. La protection, c'est une barre. J'essaie de l'élever autant que possible, mais il y aura toujours qui vont passer. Je dois le vrai challenge, c'est les détecter. Détecter, en fin de compte, c'est mettre de la visibilité. J'ai tel comportement qui est anormal sur le réseau TAI, sur le système TAI. Une anomalie. Une anomalie, exactement. C'est anomalie detection. La détection, il y a deux outils basiques, des réflexes basiques, comme ça peut être une expertise en termes de technologie, de process. Une fois mis en place la détection, ils sont pragmatiques, les référentiels. Notre approche TANI, détection, il y aura toujours des attaquants qui vont réussir. Là, l'autre fonction, c'est respond, c'est répondre à l'attaque, gérer l'incident, arrêter la propagation d'un virus, arrêter les accès d'un attaquant qui a pris le contrôle à une partie, remettre les accès légitimes, éliminer les utilisateurs qui ont été créés, les virus qui ont été plantés un peu partout sur le réseau. Une fois respond, la dernière fonction, c'est recover. Recover, c'est retourner au fonctionnement normal. C'est de la résilience. Le cas que j'ai vu sur la page Facebook, c'est qu'après des DOS attaques, vous avez justement assuré une résilience, vous avez mis le programme sur un share drive. Voilà. Ce qui est important, ce n'était pas que je réponde à l'attaque en elle-même frontale, c'est que je continue à fonctionner. Ce qui est important pour toi, c'était de continuer à fonctionner, c'est de la résilience. On a résilience. Alors, j'insiste, c'est simple, identifier, mettre de la protection, de la détection, répondre à une attaque qui a réussi et revenir au fonctionnement normal. Si vous analysez les autres frameworks, les autres standards, l'ISO, PCI-DSS, tout ce que vous voulez, il y a des différences l'application, le détail des mesures. Mais l'esprit, gardez ça, c'est pas sorcier, c'est du bon sens. Donc, là, on parle de process ou de comment faire les bases pour réfléchir, disons, à une méthode pour se munir de ces attaques. La question à vous trois. Une fois qu'on a subi une attaque, on a remarqué une anomalie, on a détecté un programme malveillant qui est installé sur le serveur. Comment vous arrivez à concevoir ou à écrire un code qui va bloquer
ce virus-là. Alors que les plus grands antivirus qui sont installés sur les serveurs, que ce soit telle ou telle marque, مازال ما تخش في la base de données تاعهم. Je peux répondre rapidement parce que mes collègues, ils venaient de gérer un incident qui est Magdab dans une grande entreprise. C'était un type de malware particulier. Je ne peux pas rentrer dans le détail, mais bon. Non, c'est par rapport à un rapport de... confidentialité. Non, je parle de l'approche, c'est quoi? C'est que justement, les mesures de protection ont failli. L'antivirus n'a pas pu détecter le firewall. N'était pas bien configuré, non optimisé, mais le constat est là. C'est-à-dire toutes les barrières les ce qu'on fait, ce qu'on appelle une sorte de threat hunting, recherche ou la chasse aux attaquants, c'est essayer d'identifier tout ce qui est anormal au niveau des systèmes qui ont été touchés ou les suspectés d'avoir été touchés en termes de programmes, la mémoire, de process, de fichiers qui ne devraient pas exister, de maintenant le système Windows, la base de registre, des clés qui ont été créées. C'est de l'analyse, c'est de l'expertise. On va analyser tout ce qui est flux réseau latéral. On oublie ça souvent, mon collègue me le dit souvent, c'est une compromission. Est-ce qu'il y a des flux qui viennent de ou là, un petit peu les matures, est-ce que j'ai des sorties? Mais personne ou la rare sont ceux qui vont voir ce qui se passe au niveau du réseau. Ce qu'on appelle le mouvement latéral. Là, c'est maintenant analyser tout ce qui est résolution DNS, analyser tout ce qui est authentification, analyser tout ce qui est blocage des flux. À partir de là, on relève ce qu'ils appellent le domaine les IOC, Indicator of Compromise. C'est soit un hash d'un fichier, une URL, un nom de domaine, une adresse IP, qui a des bases tout ce qui est malicieux. Vous pouvez vérifier, il va vous dire que probablement c'est tel type de malware qui fonctionne de telle manière. Là, c'est identifié. Vous mettez en place les mesures justement de incident response pour tout ce qui est recover. En fait, quand Salim il a de la chance, il répond toujours aux questions en premier, mais j'ai toujours quelque chose à dire. Il est sur ma gauche, le premier. Alors c'est très simple, c'est très simple. Vous savez que le concept, il se bat l'action, ou il se bat la matière, ou il se bat la... Il faut avoir des concepts, c'est-à-dire que le mot, l'idée vient avant sa matérialisation. Il faut toujours réfléchir comme ça. Au départ, ce qu'appelle Salim le bon sens, un nom technique, les bonnes pratiques. Réellement sur le terrain, les bonnes pratiques. Vous allez sur un moteur de recherche, vous écrivez best practices in something. Vous mettez ce que vous voulez. Best practices in kitchen, best practices in football, best practices in whatever you want. C'est-à-dire, et vous allez voir non seulement des pratiques, mais vous allez les voir sous la forme de standards. C'est-à-dire que pour gérer une infrastructure informatique, vous avez ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Vous avez un standard complet pour ça. Et c'est un ensemble de bonnes pratiques. Maintenant, je vais vous dire la chose de la manière suivante. Il faut être mature pour parler à la sécurité, pour vraiment parler de sécurité. Nous avons de la maturité dans les procédures, nous avons de la maturité dans les personnes, nous avons de la maturité dans les technologies. Si vous avez ces trois, vous n'êtes pas sécurisé à 100%, vous êtes sécurisé à un grand pourcentage. Vous avez des méthodes pour pallier aux pénétrations, vous avez des méthodes pour pouvoir évoluer, vous avez des méthodes pour pouvoir changer votre technologie, vous avez des méthodes pour tout faire. Si vous avez une maturité complète, vous n'êtes pas en sécurité à 100%. C'est-à-dire que vous êtes paré aux événements de sécurité. Que vous ayez un CM, ou un SOC, ou un système d'IOC, etc., pour ne pas rentrer dans les mots techniques, le tout, vous commencez par le mot suivant, best practices. Juste après, vous passez au standard. Il y a des investissements, évidemment, pour les gens qui sont ici, qui ont des entreprises. Vous avez de l'argent à faire. Mais c'est de l'argent, mais c'est-à-dire que vous avez 20 à 30% de votre budget qui doit partir sur les infrastructures. Vous avez des routeurs, des firewalls, etc., etc. Maintenant, est-ce que c'est nous qui écrivons ces codes pour parer à ces menaces? Non, ce n'est pas nous. Nous achetons des licences.
C'est aussi simple que ça. C'est tellement compliqué qu'on on peut pas être assureur et en même temps être spécialiste en sécurité. On peut pas être spécialiste en أهل مكة أدرى بشعابها. Et puis on dit واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. C'est aussi simple que ça. Le PDG de l'Algérienne des assurances, la 2A, il s'est excusé avec le téléphone, il devait prendre un vol. Donc, comme ce n'est que partie remise la prochaine fois. Mais ça nous arrange, vous me la donnez à moi, c'est mon dire. Pardon messieurs, alors je voulais vous poser s'il vous plaît une petite question. Alors vous avez dit qu'il y avait, d'abord entre la phase où on détecte le problème et la phase où on revient à notre cycle normal. Est-ce que durant cette phase-là, l'entreprise continue de travailler normalement ou est-ce qu'elle doit s'arrêter pour éviter la propagation du problème? Alors, chaque cas est particulier. Je pars du principe qui est quelquefois à contre-courant les spécialistes de la sécurité, la priorité, c'est le business. On peut fonctionner en mode dégradé si on peut le faire en prenant des risques. Je parle, si j'étais manager, non spécialiste sécurité, je le ferais parce que l'essentiel, ce qui est important, c'est que le business continue à fonctionner. Les gens du technique, les gens de l'informatique, les gens de la sécurité doivent assumer leurs responsabilités. Maintenant, c'est une gestion de crise, c'est une estimation de la situation. C'est pour ça que je vous dis, chaque cas est particulier. Si continuer à travailler en faisant l'assessment va faire perdre ou va faire aggraver la situation, là, ce n'est pas la sécurité, c'est le management qui va prendre la décision, est-ce qu'on va arrêter ou là. Il y a un aspect extrêmement important dont mon ami Nadir est spécialiste, c'est tout ce qui est plan de continuité d'activité. Là, ça va se voir, les mains de Shahada, presque il est foutu. En faisant l'assessment, vous prenez la décision, est-ce qu'on continue à fonctionner en mode normal, en mode dégradé, tout en continuant à gérer l'incident. Et il y a toujours une étape de monitoring qui se fait après un incident, parce que vous considérez maintenant, vous avez nettoyé, vous avez fait sortir l'attaquant, mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Il y a toujours une période de monitoring. Et si vous êtes dans un niveau de maturité où on a de la visibilité du monitoring vraiment à travers un SOC maintenant, Security Operations Center, là vous êtes en mode de surveillance permanent. Pour répondre sur la partie continuité d'activité, donc le moment où on a, on va dire, un incident, bon, c'est pour généraliser un peu les situations et non pas parler que de sécurité. Quand il y a une entreprise qui s'arrête d'un point A et doit reprendre un point B, c'est aussi des normes, c'est aussi des standards, c'est aussi, je cite, c'est la continuité d'activité, c'est quelque chose qui se prépare aussi. Donc il y a des sociétés qui sont préparées, il y a des sociétés qui subissent. Les sociétés qui sont préparées doivent faire un certain nombre de choses, doivent prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir réduire au minimum ou se donner plus de chances pour pouvoir continuer l'activité dans les meilleures conditions. Ces meilleures conditions sont mesurables. Et tout ça, ça se fait avec le management ou peut-être même avec le métier de l'entreprise elle-même. Pourquoi? Parce qu'on a analysé un certain nombre de processus, on a analysé un certain nombre de métiers pour dire que le métier il est vital pour nous, là, il est critique pour nous, ou le métier il est moins critique et moins vital. Donc on va plus se focuser ou la focaliser sur cette activité pour lui donner plus de chances en cas où j'ai un incident pour pouvoir continuer. D'accord. Cette partie-là, elle est mesurable, ce temps-là, il est mesurable, toute cette partie. Il y a de bonnes pratiques aussi, il y a, c'est un bon sens aussi. Hein. Donc les bonnes pratiques, vous avez la norme ISO 22301 qui parle de la continuité. Donc on envisage des scénarios, il y a des scénarios d'incidents de sécurité, il y a d'autres scénarios, enfin il y a des dizaines et dizaines de cas. Mais je suis prêt à répondre à d'autres questions si vous le souhaitez. Vous voulez rajouter quelque chose là? Un tout petit peu, 2 ou 3 phrases. Alors ici, il y a quelques mots qui sont secrets, enfin qui sont magiques. C'est BCP, Business Continuity Plan. C'est-à-dire que toute entreprise qui se respecte, toute activité qui se respecte, doit avoir un plan de continuité, comme a dit Salim. Et puis vous devez faire ce qu'on appelle des mesures. Il a parlé de mesures, hein, RTO, RPO, etc. Vous devez mesurer au préalable, il vous faut combien de temps, il vous faut combien de ressources,
il vous faut combien de machins, tout ce qu'il faut, c'est vous qui faites l'étude, pour reprendre une activité après une cessation d'activité. Ça s'appelle une cessation. La cessation peut être totale, elle peut être partielle, elle peut être grave, elle peut être endommageante, elle peut nécessiter l'arrêt. C'est pour ça que vous devez avoir ce qu'on appelle un BCP, Business Continuity Plan. C'est-à-dire vous devez savoir ces choses-là à l'avance. Si vous ne le savez pas, il faut faire appel à des spécialistes comme Salim, ils vont peut-être vous en faire un. Okay? Voilà. Dans ce cas, c'est Nadir. C'est Nadir, il faut appeler Nadir, ok. Bonne journée. Bonjour. Bon, si ce n'est pas déjà réalisé, est-ce que le deep learning ou le neural network peut devenir un facteur décisif à la sécurité d'un routeur, que ce soit pour la protection ou pour le respawn? Sécurité d'un routeur, vous avez dit. Ah, d'accord, ça ne va pas changer à la réponse que je vais dire, c'est que je suis complètement ignorant dans le domaine-là. Ce que j'ai retenu des spécialistes, c'est que ces nouveaux concepts, tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, deep learning, c'est une arme à la fois. Multiple tranchant. Exactement, pour l'industrie de la sécurité. Ça s'appelle un six-blade knife. Ah oui, pour améliorer nos défenses, mais en même temps, il y a des cas avec des attaquants qui ont construit des malwares en utilisant des algorithmes de machine learning pour justement faire de l'évasion des technologies de détection et de protection. L'avenir, je ne pourrais pas vous le dire, je répète, je ne suis pas spécialiste, ce que j'ai retenu des spécialistes, c'est ça. C'est à double tranchant. Si tranchant. Je pourrais répondre pas avec précision au monsieur parce que ça demande beaucoup de spécificité. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les grands fabricants de sécurité, Fortinet, Forcepoint, j'en passe. Donc, ils ont cet ensemble de mastodontes de la sécurité, ils ont conçu, comme je vous l'ai dit il y a un instant, c'est des concepts qu'ils ont implémentés sous la forme de technologie et de technique. C'est-à-dire que maintenant, le minimum, c'est ce qu'on appelle un zero-day analysis. C'est quoi? C'est-à-dire que quand une chose, dans le temps, comment on appelait ça, Salim? C'est quand, pour dire générique, une attaque générique. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une attaque. Maintenant, on sait mieux la cerner, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Les hunters, les chasseurs de threats, de menaces, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont conçu un concept, ce qu'ils appellent un bac à sable, un sandbox. Et il y a un protocole pour ramener la bête qu'on ne connaît pas encore, on la ramène. Dès qu'elle rentre, on l'envoie dans le bac à sable et on sait de quoi il s'agit. On essaie d'analyser. Donc, la plupart des systèmes actuels sont capables d'abord de reconnaître des menaces existantes, c'est-à-dire qu'ils ont une base de données, une base de connaissances. Et là où j'arrive au deep learning, j'y arrive, je vais répondre à votre question. Et donc, si on ne sait pas ce que c'est, on l'envoie dans le bac à sable et on analyse son activité. Ça veut dire on la leurre, on l'envoie dans un environnement comme dans le HoloLens, Microsoft HoloLens, et vous croyez qu'il y a un pilier ici alors qu'il n'existe pas, vous croyez qu'il y a un processeur ici alors qu'il n'existe pas, etc. C'est-à-dire que ce système fait tromper, on trompe l'attaquant. Donc bon, ça c'est un système. Arrivons maintenant au deep learning. Maintenant, vous imaginez une société qui achète tous les systèmes du monde. C'est impossible. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de s'abonner à un système intelligent. Microsoft, par exemple, on en a un. Il vient de l'annoncer, ça fait 3 ou 4 semaines. Donc, je vous invite à aller le voir. Et c'est leur CM, Security, voilà, un Sentinel. Ça s'appelle, le nom c'est Sentinel. Merci Salim. Qu'est-ce qu'il fait? Vous branchez tous vos logs, c'est-à-dire tous vos équipements qui analysent la sécurité. Okay? Vous les branchez à ce serveur qui se trouve dans le cloud chez Microsoft, dans l'un des 120 serveurs Tawham, et tous vos logs partent là-bas. C'est-à-dire toute l'activité normale, c'est des gigaoctets par jour qui montent vers ce serveur, et lui, il analyse. À un moment dit, non seulement il dit qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, mais aussi il apprend, parce que le système de deep learning ou de machine learning, ou appelez-le comme vous voulez, donc c'est le fait d'apprendre de nouveaux cas, parce qu'en fin de compte, c'est quoi l'intelligence? Enfin, juste pour répondre à une petite question, c'est le fait de trouver une solution ou d'analyser une situation qu'on ne connaissait pas avant. C'est-à-dire, c'est une faculté de l'être humain. On exagère un peu en disant que les machines sont intelligentes, jusqu'à un certain stade, oui. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a inculqué dans ces machines les mécanismes de réflexion, les faibles mécanismes de l'intelligence artificielle. Là, on a des algorithmes beaucoup plus intelligents, des mécanismes beaucoup plus intelligents, et aussi nous avons la fédération de machines.
C'est-à-dire qu'il y a tellement de machines qui travaillent sur le même problème et tellement de bases de connaissances qui sont fédérées, qui sont consolidées, qui sont même décuplées. Il y a de la puissance, il y a de l'exponentiel, qu'on arrive à dégager des situations et à imaginer de nouvelles situations. C'est-à-dire, l'ère li رانا فيه, on arrive à devancer les threats. C'est-à-dire qu'on imagine déjà des threats. C'est ça le deep learning finalement. C'est-à-dire de situations actuelles, on arrive à dégager de nouvelles situations même si elles n'existent pas. Vous savez, dans le temps, il y avait un arabe qui avait écrit un livre, fait je ne sais pas combien de milliers de mots qui n'existent pas. Comme le livre, si vous avez besoin de mots, prenez, essayez de puiser de ce livre. C'est ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est qu'on crée tellement de threats en imaginaire que la plupart du temps, on tombe sur la threat, effectivement, on la connaît. Elle n'est jamais surgie, mais on l'avait déjà prévue. C'est ça le deep learning. D'accord. Donc, il y a une semaine en Tunisie, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a eu une massive attaque des DOS sur des entreprises tunisiennes. Donc, il y avait le CERT tunisien, donc il a répondu rapidement, il a informé les entreprises tunisiennes de prendre les mesures nécessaires pour contrer ce type d'attaque. La question qui se pose, ou la question que je vous pose directement, sachant que dans les pays d'Afrique, certains pays disposent d'un CERT. En Tunisie, au Maroc, on ne dispose pas déjà d'un CERT. Je sais que ces risques déjà ont un CERT, mais réellement sur le terrain, pourquoi nous ne disposons pas d'un CERT à ce jour-là, qui soit effectif? Ce que je pourrais dire, c'est que il y a quelque chose qui explique cette défaillance, et c'est la même chose qui explique la défaillance qui a fait que on n'a pas d'organisation nationale pour la sécurité des systèmes d'information de la cybersécurité, on n'a pas d'agence, on n'a pas d'organe d'accréditation, on n'a pas d'organe d'homologation. C'est au-delà du technique, c'est un problème de vision, de management au plan national. Malheureusement, je dirais pas c'est une supposition, je pourrais dire c'est la cause, c'est root cause, c'est le problème là en effet. Il n'y a pas eu de décision, il n'y a aucune volonté jusqu'à présent de faire pousser ça. Et peut-être un débat, de toute façon le débat il sera envoyé sur les réseaux sociaux, il faudrait le faire. Est-ce qu'on a assez ou là pas assez ou là inexistant ou là il faudrait faire beaucoup d'efforts pour avoir beaucoup plus de spécialistes en sécurité informatique? C'est très simple, c'est très simple. Vous imaginez une université qui fait sortir des milliers de gens par année que vous n'avez pas de spécialistes. Les spécialistes, ça ne vient pas juste en sortant de l'université. Oui. En sortant de l'université, vous avez un diplômé. Et il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas Steve Jobs, c'est Bill Gates, etc. Ces histoires, un jeune qui a développé dans le garage, etc. C'est du folklore. Bon, un ou deux cas peut-être, mais pas la totalité. Intel, c'est Intel. Hein. Intel, c'est l'intelligence américaine. D'ailleurs, c'est une donnée publique. Hein. C'est pas, vous allez sur le net et vous allez voir. Intel, c'est la CIA. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui est derrière une institution. Maintenant, vous avez des cas particuliers, hein, comme ça, les startups. Des startups, etc. En général, les startups, c'est des champignons. Vous avez certaines startups comme Facebook qui réussissent. Oui, certaines. À l'origine, le nom de Facebook, c'est LifeLog. Hein. Faites vos recherches. LifeLog. Je ne vous dis rien, je ne vous apprends rien, je ne vous ai rien dit. LifeLog. C'est un projet qui est mort en 2004. Et juste en 2004 est né Facebook. Donc à vous de faire votre recherche. Alors juste une chose. L'Algérie est pleine de spécialistes. Nous faisons le bonheur des pays étrangers, à commencer par les pays voisins, jusqu'aux pays européens, jusqu'en Asie, jusqu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans l'opérationnel. C'est-à-dire que dans l'opérationnel, on excelle. Vous donnez à quelqu'un qui est spécialiste en développement C++ ou C# ou Delphi ou quelque chose comme ça, et vous avez mais vous n'avez pas de gens qui savent racoler tout ça. C'est-à-dire les gens qui sont dans le management, qui sont dans le forecasting, c'est-à-dire qui sont dans la vision. Ça veut dire des stratèges. Des gens qui pensent, parce qu'il y a 3 niveaux en fin de compte. Il y a la stratégie, il y a les modèles tactiques, il y a l'opérationnel qui est en bas. C'est-à-dire que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes toujours dans l'opérationnel. Nous pensons opérationnel, comment s'imbrique tel dent avec tel dent. Ça, c'est de l'opérationnel. Mais plus vous montez vers le haut, plus vous avez une vision stratégique. Un avion, ça vient du haut. Hein. Donc de haut, vous voyez bien, vous décidez où atterrir, vous décidez comment atterrir, etc. La stratégie, les plans tactiques, et l'opérationnel. D'accord? Juste pour confirmer ou compléter ce que disait Abdel Halim,
Oui, le monde change. Donc on va de plus en plus vers des mondes connectés. On va de plus en plus de besoins croissants de sécurité. Oui, effectivement, même l'Algérie aura besoin les 10, 20, 30 prochaines années de spécialistes en sécurité parce que le monde change et on n'a pas le choix. De toute façon, on suit l'évolution mondiale, quel que soit.